Salut à toutes, salut à tous. Les Verts, les anciens Verts ont-ils un rôle à jouer? C'est certainement ce que vous avez lu sur la miniature qui est donc affichée sur YouTube. C'est la question que nous allons essayer de nous poser. Pourquoi nous? Parce que je ne suis pas seul. J'avais prévu de faire la vidéo seul, mais au moment de la tournée, je me suis dit ah, c'est peut-être mieux de faire un petit peu de débat tous ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités que vous connaissez déjà, peut-être sur YouTube, mais également parce que vous les avez vus aussi sur mes derniers lives. Déjà, vous le voyez juste à côté de moi, c'est DX. DX qui va donc débattre avec nous aujourd'hui autour des différents sujets que nous allons aborder. Comment vas-tu? Ben, super bien. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Je suis très heureux de venir débattre avec vous. Moins heureux des résultats de la SS, mais ça va faire du bien d'en parler. Ouais, c'est ça. Je pense que sans les mauvais résultats, la vidéo, elle serait pas là aujourd'hui parce que avant d'aller m'endormir, ouais, j'ai pas mal réfléchi et puis je me suis dit il faudrait peut-être évoquer quelques petites choses et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc on va quand même pouvoir débattre et puis aussi avec Bastois que vous connaissez peut-être qui est également sur YouTube. D'ailleurs le lien de sa chaîne sera en description. J'ai tourné une vidéo ce samedi on a fait le bilan du mercato, donc ce ne sera pas l'objectif de cette vidéo, on va pas parler du mercato parce que c'est passé, on va se projeter maintenant sur le présent, sur le futur, parce qu'on ne peut plus revenir sur ce mercato, mais en tout cas avec Bastois qui va aussi débattre avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation et j'espère que tu es prêt à parler des Verts, malgré le fait que c'est un peu compliqué ces derniers jours. Bah, toujours prêt à parler de l'AS Saint-Etienne, bien sûr. Maintenant, comme on l'a dit, déçu par les derniers résultats. Mais bon, voilà, nos âmes de supporters font qu'on est quand même toujours là pour parler de ce club. Ouais, on est toujours là et ça c'est la passion, c'est évident et on va pouvoir débattre quand même un petit moment. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais il y a 4 sujets à aborder. En tout cas, l'objectif c'est de trouver 4 éléments clés, de parler de 4 éléments clés pour peut-être révolutionner certaines choses ces prochains jours. Peut-être que vous allez en évoquer d'autres si vous avez d'autres idées. Mais en tout cas, c'est le but. J'ai bien conscience qu'il faut tout révolutionner au sein du club, c'est-à-dire tout changer au niveau de l'organigramme, comme on en parle, comme je vous en ai parlé aussi dans les dernières vidéos, comme vous en parlez dans les commentaires, bien évidemment. Mais là, c'est sur du court terme. Il reste à peu près 4-5 mois de championnat. Donc il faut réussir à agir, changer quelque chose, trouver un espèce de petit déclic. Ça passe peut-être par certains points. C'est donc ce que nous allons essayer de trouver aujourd'hui. En tout cas, on va donner notre avis bien évidemment parce que c'est pas nous qui avons les solutions. J'espère qu'ils réfléchissent plus au sein du club que nous au niveau des solutions à trouver. Pour remettre rapidement dans le contexte, on est actuellement 11e de Ligue 2, on est dans le ventre mou de ce championnat, on est à 3 points du top 5 à l'heure où je tourne cette vidéo puisqu'on est dimanche, il n'y a pas eu le match entre Ajaccio et Bastia qui pourrait modifier quelques petites choses, on pourrait potentiellement être à 4 points si jamais Ajaccio s'impose, mais en fait on est quand même pas si loin malgré qu'on perd tout, malgré qu'on n'y arrive plus, qu'on n'arrive pas à prendre 2 points. Un seul but marqué en 2024, c'était le coup franc de Dylan Chambaud marqué contre le Pau FC, ce qui montre la pauvreté du jeu stéphanois, les Verts qui ont du mal à se créer des occasions. On a souvent plus de tirs que les adversaires, mais pour autant ils ne sont pas dangereux et ils sont beaucoup plus réalistes que nous. Donc le niveau de l'équipe est moyen, mais l'état d'esprit, il ne semble pas là également. Il y a plusieurs choses à changer et c'est ce que nous allons essayer de trouver dans cette vidéo. Donc on va essayer de trouver comment remobiliser les Verts et on va se pencher dans un premier temps sur peut-être les anciens joueurs qui ont joué à Saint-Etienne il y a quelques années. Est-ce que ces anciens joueurs pourraient changer quelque chose? Je vous explique dans quelques instants. Voilà, j'ai marqué faire venir les anciens joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, j'imaginais potentiellement faire venir des anciens joueurs sur une journée, par exemple rassembler ceux qui sont en retraite actuellement comme Kevin Monet-Paquet, comme Fabien Lemoine, comme Jesse Moulin, Bayal Sall, même Mathieu Debuchy, voilà tous ces joueurs qui se battaient sous le maillot vert, qui étaient combatifs. Est-ce que le fait de les emmener une journée avec nos joueurs actuels, leur montrer en fait à ces joueurs-là qu'est-ce que c'est l'AS Saint-Etienne, pourquoi faut se battre, et à ce moment-là le service de communication pourrait aussi avoir un rôle essentiel en diffusant des anciens matchs, des anciennes vidéos, des moments forts. Je parle pas de faire venir forcément les Verts des années 70, mais vraiment ceux qui ont connu récemment ces supporters-là qui sont toujours là actuellement, qui ont connu la Coupe d'Europe, les Verts en Ligue 1. Parce que actuellement, il manque d'un joueur de caractère dans cet effectif. Il n'y a pas un joueur qui est sous contrat depuis assez longtemps. Et ça me paraît nécessaire de faire venir
des gens de l'extérieur. Ça changerait déjà de ceux qui sont à l'intérieur actuellement pour tout simplement modifier certaines choses et puis avoir un impact sur cet effectif-là, avoir un déclic et surtout c'est des joueurs qui connaissent le club donc qui pourraient dire les termes. Je sais pas ce que vous en pensez mais je voulais vous lancer déjà sur ce premier sujet. Je vais commencer par toi DX, est-ce que tu trouves que ce serait une bonne idée de faire venir ces anciens joueurs pendant une journée, pendant quelques heures, pendant plusieurs jours, je sais pas vraiment comment organiser ça, mais en tout cas mettre ces deux générations au même endroit, au même moment pour parler des Verts? Alors dans l'absolu, moi je pense que c'est une très bonne idée de faire venir un Jesse Moulin par exemple, ou quelqu'un vraiment qui était attaché au club et valeureux comme tu disais. Et puis je me suis posé quand même une question, c'était, tu parlais que ce sont beaucoup de personnes retraitées, donc une autre génération. Et je me demande, moi maintenant, si les valeurs du foot et les valeurs de la SS à l'époque, elles sont totalement compatibles. Je m'explique. Est-ce que ces jeunes, beaucoup prêtés, beaucoup en fin de contrat, est-ce que vraiment ils ont cette notion du maillot vert? Est-ce qu'ils ont encore les valeurs que un Renaud Coad pouvait avoir, un Fabien Lemoine? Ben, j'en suis pas certain. Donc moi je trouve que l'idée elle est très bonne, mais est-ce que ça va faire écho chez les joueurs? J'en suis moins sûr. Voilà Ouais. mon analyse. Elle est courte, mais elle est très précise. Oui, c'est vrai qu'on a des doutes là-dessus. C'est pour ça que justement, je voulais emmener cette ancienne génération et que je parlais pas des Verts des années 76. D'ailleurs, il y a Jean-Michel Larquet qui avait parlé sur RMC qui disait que le jour des 90 ans du club, quand ils étaient invités, bah, les joueurs ne connaissaient même pas du tout ces stars-là des années 70. Bon, déjà, ça c'est un fait, et puis ça montre qu'il y a peut-être un problème dans la transmission de ces valeurs, comme t'évoquais. Mais mon but, c'était vraiment de faire venir des joueurs qui étaient là il y a pas si longtemps que ça. Tu vois, il y a encore 7, 6, 7, 8 ans, même au moment où Loïc Perrin jouait. Mais le problème, c'est que Perrin, en ce moment, il est au club, comme Amouma, par exemple. Je pense pas que c'est des joueurs qui pourraient avoir un discours tout de suite de l'intérieur qui est correct. C'est pour ça que je voudrais emmener des joueurs de l'extérieur et qui ont quitté le club il y a quand même pas si longtemps que ça pour leur expliquer. En fait, j'ai l'impression que les joueurs n'ont vraiment pas conscience de ce maillot, de ce qu'il vaut, comme tu l'as dit, et c'est pour ça que il faut quand même leur expliquer ce que c'est, leur montrer. Et je trouvais intéressant de les faire venir, mais c'est vrai que ça peut être aussi assez difficile à organiser. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Bastois, de cette notion-là, mais peut-être que tu as un autre avis là-dessus. Bah, moi, c'est vrai que je l'avais dit, de toute façon, ce qui ressort de cette équipe globalement sur ces derniers matchs et même ces dernières années, depuis globalement la descente en Ligue 2, en fait, c'est que effectivement, c'est une équipe qui manque de caractère aussi parce qu'il y a beaucoup de rotation dans cet effectif-là, donc tu n'arrives pas à construire avec des joueurs qui sont là depuis 5-6 ans. Et quelque part, oui, ça se ressent aussi sur le terrain avec un manque aussi de joueurs qui sont là pour bouger les choses déjà sur la pelouse et puis après en retrait au niveau des vestiaires où on voit par exemple sur des rencontres compliquées où à la mi-temps il faudrait peut-être un petit peu secouer les troupes et puis mettre un peu plus de caractère dans le jeu. Maintenant, sur le fait de faire revenir des joueurs plus anciens ou du moins qui connaissent le maillot et l'importance de jouer pour la S Saint-Étienne, pourquoi pas? Je me pose quand même une question, c'est qu'il y a quand même un héritage, notamment avec le fait que Loïc Perrin ou Romain Amouma soient revenus au club dans un rôle de formation, et puis pour Loïc Perrin en tant que directeur sportif, c'est qu'apparemment, il semblerait qu'il soit, pour Loïc Perrin, donc avec Samuel Rutsem, il soit descendu dans le vestiaire à la fin du match pour piquer une gueulante après ce qu'on a vu face à Dunkerque ce week-end. Je pense que c'est nécessaire, d'une part, et je comprends pas pourquoi, en fait, Loïc Perrin l'a pas fait plus tôt, parce que c'est son rôle. Et la vraie question que je me pose, c'est déjà, est-ce qu'en interne, il n'y a pas un problème, si tu veux, sur certaines personnes qui, même, sont là et connaissent le club, et ne font pas le nécessaire déjà pour mobiliser leurs troupes. Là, je parle en l'occurrence surtout de Loïc Perrin et même de nos deux présidents. On sait très bien qu'il y en a un qui est parti au soleil et l'autre qui fait et qui reste ici pour faire figure un petit peu et qui se déplace de temps en temps le week-end. Mais à part ça, voilà, dans le club, j'ai pas l'impression qu'il y ait déjà des gens qui occupent ce rôle-là.
Ouais, c'est vrai, dans le club, on n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est capable de bouger quelque chose. Et pourtant, il y en a des anciens joueurs, tu parlais de Perrin, Amouma, il y a même Ilan, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qui sont présents actuellement au club. Mais ces joueurs-là, je pense qu'ils sont déjà endormis parce qu'ils se font endormir par ce qui se passe aussi. Ils subissent aussi un peu comme les joueurs qui sont là actuellement au club. Emmener des gens de l'extérieur, je pense que ça peut être intéressant pour emporter une autre vision. Oui, Perrin est descendu dans le vestiaire, mais est-ce que Perrin a vraiment eu les mots pour convaincre les joueurs? Parce que ces joueurs-là, Perrin, ils le connaissent, ils le voient tous les jours. Est-ce que pour eux, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur eux? Je pense que le fait d'emmener un regard extérieur, des joueurs qui ne connaissent pas forcément, ça peut avoir un petit peu plus d'impact que des dirigeants, que des personnes qui sont là actuellement. Je voulais juste rebondir là-dessus, DX. Est-ce que toi, tu penses quand même pas que le discours des personnes qui viendraient de l'extérieur serait différent des personnes qui viendraient de l'intérieur? Est-ce que toi, si tu étais joueur, par exemple, je pense qu'il t'en faudrait pas beaucoup pour te convaincre, pour mouiller le maillot à Saint-Etienne, si Loïc Perrin viendrait te parler, admettons que tu le côtoies tous les jours, est-ce que ça aurait le même impact que si tu parlais de Renaud Coat, par exemple, que tu ne connais pas forcément, vient te parler, te dire ce qu'est le club, et puis tout simplement dire les termes, comment eux ils mouillaient le maillot? Moi, comme je t'ai dit, sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est bénéfique, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui connaît le poids du maillot des Verts et qui a ses valeurs à transmettre. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que faisais ressortir, et puis ça marcherait sur moi en plus, parce que moi, voilà, j'ai passé les 30 ans, voilà, je suis en fin de piste si j'étais joueur pro, donc voilà. Mais je me demande si, même en faisant venir des gens de l'extérieur, comme ça se passe beaucoup, je sais que le Bayern de Munich, ils font énormément ça, enfin, tous les grands clubs font beaucoup ça, ça fonctionne. Mais je me demande si la SS, eh ben, on n'est pas passé hein, dans une catégorie où le passé est tellement lointain. Alors oui, on est en Ligue 1, on a fait des belles épopées européennes ces 10 dernières années, enfin ces 15 dernières années. Mais j'ai l'impression que les nouveaux joueurs, enfin voilà, Mayence, ça les fait plus rêver que Saint-Étienne. Des clubs que je n'ai jamais entendu parler, je ne citerai pas d'autres. Donc je me demande si le discours sera reçu. Après, je suis sûr que faire venir des gens de l'extérieur, comme tu dis, ça sera beaucoup mieux qu'un Loïc Perrin qui est là tous les jours. En plus, Loïc Perrin, euh, même en tant que joueur, même en tant que capitaine, c'était pas un gueulard, hein. Il faisait pas peur non plus, hein. C'était capitaine courage, capitaine efficacité. On peut toujours compter sur lui. Parfait pour les interviews d'après-match. Mais c'est pas quelqu'un non plus qui te fait peur, quoi. Antonetti, il vient, je pense qu'il te fait peur. Oui, Et lui, il peut parler du club, tu vois. c'est ça, Donc voilà. je pense que je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne idée. Mais est-ce que ça résonnera dans les têtes de nos Stéphanois d'aujourd'hui? Ça, je sais pas trop. Ouais, ouais, J'en doute un peu. je comprends tes doutes. De manière générale, on est tous un peu en train de douter, bien évidemment. On cherche des solutions et on voit que de toute façon, on a l'impression que rien ne fonctionnera. Mais ça peut être en tout cas quelque chose qui est évoqué. On va voir si ça va se concrétiser par la suite. Ça m'étonnerait. Autant le tenter, hein. Autant le tenter, hein, de Oui, toute oui, façon. c'est sûr. De toute façon, maintenant, il faut tenter des choses. Je Ça disais qu'on fera a, pas de mal. voilà, le mercato hivernal, il est passé. On va pas en reparler, mais voilà, on a un peu raté aussi. Donc maintenant, il reste 4 mois. Il faut tenter des choses et emmener un électrochoc. Voilà, ça va être en tout cas la deuxième partie de cette vidéo. Emmener un électrochoc. Bon, le fait d'emmener des anciens, c'était peut-être aussi un électrochoc, mais par les supporters, par d'autres choses, notamment la préparation mentale, par un autre discours. On va parler de ça donc tout de suite. Voilà, il y a quelque chose qui avait plutôt bien fonctionné il y a 3 ans à l'ETRA. Les supporters qui s'étaient réunis donc au centre d'entraînement, qui étaient allés voir les joueurs. Tout s'était très bien passé, hein, d'ailleurs. Hein, les supporters qui étaient venus, qui avaient parlé aux joueurs, qui avaient fait part un peu de leur mécontentement, qui avaient même chanté ensuite pour les soutenir. Et Saint-Etienne avait un peu mieux terminé la saison. À ce moment-là, on était en Ligue 1. Là, on est en Ligue 2. Pour l'instant, les supporters ne semblent pas vraiment montrer leur mécontentement. Les supporters sont là, encouragent, poussent. Il y a quelques sifflets, mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu désabusé de la situation.
Est-ce que ces supporters-là pourraient emmener un électrochoc, faire la même chose? Je vois des gens qui en parlent, notamment sur Twitter, sur plein de réseaux sociaux, du fait d'aller voir les joueurs, de leur parler, de dire les termes. On parlait donc d'anciens joueurs qui pourraient venir d'extérieur. Ça peut se faire également par les supporters. Ça peut se faire également par une meilleure préparation mentale, avec peut-être un psychologue qui vient vers les joueurs, qui vient leur parler. Pourquoi ça ne va pas? Des réunions entre staff et joueurs. J'imagine qu'il en existe déjà, mais vraiment où on se pose et on ne parle que de ça, pourquoi ça ne fonctionne pas, comment changer les choses, parce que je voulais rebondir sur quelque chose d'autre, je ne me souviens plus quand c'était, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, Gauthier Larsonneur, qui a d'ailleurs eu un discours assez poignant hier et que j'ai beaucoup aimé, mais ce même Gauthier Larsonneur, il y a 2-3 mois, avait eu un autre discours, notamment en conférence de presse, que je n'avais pas trop compris, où voilà, les journalistes parlaient de la montée, etc. Et le gardien des Verts avait dit que déjà, le premier objectif, ce sera d'aller chercher le maintien. Une fois qu'on aura cherché le maintien, voilà, bien sûr, on voudra jouer la montée, mais l'objectif principal, c'est d'aller jouer le maintien. Est-ce que quand tu abordes ta saison comme ça, en te disant faut qu'on se maintienne, même si t'as en tête que t'as envie de monter, est-ce que c'est pas déjà un discours de loser, essayer de se réfugier derrière ça déjà en se disant voilà, on a atteint un premier objectif, on s'est maintenu, c'est bien, après le reste c'est un peu que du bonus. J'avais pas trop apprécié ce discours, surtout quand t'es en Ligue 2, tu t'appelles Saint-Etienne, tu montes tes objectifs de montée, comme l'avait bien fait Jean-François Soucas en début de saison, mais là directement ce discours de Gauthier Larsonneur, je l'avais pas compris en conférence de presse. Voilà, je voulais revenir un peu là-dessus globalement. Pour vous, est-ce que le fait que les supporters retournent à l'Etra ou font une autre action en tribune, je ne sais pas, peut-être un boycott, mais l'année dernière ça n'a pas forcément non plus hyper fonctionné ce boycott, ou toute autre chose comme un psychologue, etc. Est-ce que pour vous ce regard extérieur pourrait emmener quelque chose? Je vais commencer avec toi du coup, Bastois, pour répondre à cette question. Moi, premièrement, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, il n'y a personne qui connaît aussi bien son club qu'un supporter, même peut-être mieux que des anciens joueurs, parce que les anciens joueurs et les joueurs en général, ils viennent, ils repartent. On sait en plus dans le football maintenant qu'il y a beaucoup de turnover et encore plus en France. Et un supporter, il reste. Il y a des supporters, ça fait 50 ans qu'ils sont là, ils connaissent Saint-Etienne, ils savent très bien quand ça va pas. Donc ils savent aussi parler et motiver les joueurs. Et je pense que effectivement, c'est peut-être déjà un premier électrochoc qui peut permettre aux joueurs déjà de reprendre conscience de l'équipe pour qui ils jouent à court terme. Et après, peut-être sur un travail sur le long terme, effectivement, intégrer des anciens joueurs, peut-être un psychologue, un préparateur mental. Ça existe dans d'autres sports. Ça peut très bien se faire dans le football aussi. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les propos de Gauthier Larsonneur, je pense qu'effectivement, c'est peut-être le joueur qui est le plus conscient quand il fait une analyse de l'AS Saint-Etienne. Et peut-être que s'il a dit ça, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a maintenant 1 an auparavant, avant le mercato hivernal de la saison précédente, Saint-Etienne se battait pour sa survie en Ligue 2. Et je pense qu'il y a des démons comme ça qui ressortent à Saint-Etienne depuis maintenant plusieurs saisons. C'est que quand on enchaîne des mauvaises performances, et ben tout de suite on se rend compte qu'on est pas très loin de la catastrophe en fait. Je pense que la descente pour les Verts en Ligue 2 a laissé des traces. Et je pense que les saisons qui s'enchaînent et qui sont de plus en plus compliquées laissent très rapidement des traces dans la tête des joueurs et notamment dans celle de Gauthier Larsonneur. Et je pense que c'est un petit peu ces propos-là qu'il a voulu tenir dans son interview notamment. Ouais, c'est vrai que ça laisse des traces et ça fait des années que ça dure. On change l'effectif, mais au final, c'est un petit peu toujours la même chose. On est toujours autant en difficulté. Il n'y a pas un joueur qui est là depuis longtemps, comme on en parlait tout à l'heure, et qui est capable aussi de remobiliser les troupes, de dire les choses. Et c'est vrai que d'un point de vue mental, il y a un sacré problème. Les supporters, c'est vrai, c'est ceux qui connaissent
certainement le mieux le club. Il y en a, oui, ça fait 50 ans, 55 ans, 60 ans qui supportent les Verts. Je le vois régulièrement avec vous tous qui suivez les vidéos, qui dites que vous êtes là depuis les années 70, etc. Voilà, je peux même pas m'imaginer cette époque-là parce que j'étais pas du tout né. C'était pas encore mon heure, mais en tout cas, c'est sûr que pour vous, ça doit être très difficile de voir le club couler comme ça. Et cette, cet énervement, cet agacement, vous l'exprimez en tout cas beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est très bien de l'exprimer parce qu'on peut dire certaines choses, bien évidemment, tout en étant respectueux, c'est mieux. Mais il faudrait peut-être aussi aller voir les joueurs, leur dire vraiment en face à face, parce que je suis pas persuadé qu'ils ont conscience vraiment de tout ça, qu'ils lisent et c'est vrai que le moment où ils sont à l'entraînement, le moment où ils sont au stade, le moment où on peut les croiser dans Saint-Etienne par exemple, c'est peut-être le moment aussi de faire passer certains messages. Et je pense que les supporters ont aussi un vrai rôle à jouer dans cette manière de dire les choses. Je dis pas d'aller tout casser, hein. Je suis pas pour faire comme il s'était passé à Marseille il y a 3 ans où ils avaient tout cassé à la commanderie. C'est pas du tout ça que je veux voir à Saint-Etienne. Mais justement, montrer que on est des supporters, qu'on est intelligents, qu'on a envie de faire passer certains messages. Et puis le fait d'aller voir les joueurs et puis d'aller parler avec eux autour d'une table, de dire les choses et de leur montrer pourquoi ils doivent porter ce maillot, pourquoi ils doivent être fiers de porter ce maillot et pourquoi ils doivent se battre. Le fait que Saint-Etienne n'a rien à faire en Ligue 2, bon, ils le disent à chaque fois dans les médias après, mais bon, quand je vois comment ils se battent sur le terrain, certains, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression qu'ils essayent de tout faire pour que le club remonte en Ligue 1. Je suis un peu déçu de ce que je vois, je pense un peu comme nous tous. Je sais pas ce que t'en penses toi, DX, de cet aspect-là extérieur avec les supporters ou d'autres personnes qui pourraient intervenir. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de primordial ou de toute façon comme tu disais tout à l'heure, est-ce que les joueurs ont vraiment conscience du maillot et est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Déjà, avant de répondre à la question, moi je veux rassurer et être un peu positif. Je veux rassurer tous les jeunes qui t'écoutent et qui suivent ta chaîne. On a déjà vécu des périodes aussi laborieuses, hein. On a déjà été 17e de Ligue 2 il y a longtemps et on s'en est sorti. Donc c'est pas terminé, quoi. On vit pas les heures les plus noires de la S Saint-Étienne. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des heures assez noires. Bon, celles-là en font partie. Mais pour rassurer les jeunes, c'est pas non plus insurmontable. Ensuite, par rapport à l'expérience que j'ai vue, avoir une discussion entre joueurs et supporters constructive autour d'une table, évidemment, ça peut toujours être très intéressant. Euh, Comme tu disais, il faut pas qu'il y ait des débordements et que ce soit non plus trop virulent parce que par rapport à tout ce que j'avais vu, souvent ça a été un peu contre-productif. Ça n'a pas mis les équipes dans les meilleures dispositions. Il y a déjà une bonne pression à Saint-Étienne, donc est-ce qu'il faut en rajouter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les supporters, c'est sûr, ils ont un rôle à jouer dans la fin de saison. Ça, c'est une évidence. Et puis moi, j'aimerais du coup terminer et revenir sur ce que disait Basto et ce que tu disais par rapport à l'analyse de début de saison de Gauthier Larsonneur. En fait, s'il a fait cette analyse, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un manque d'ambition. Mais peut-être aussi qu'il a compris que cette équipe là qu'il voyait avec cet entraîneur dans ce contexte, il s'est peut-être dit, oh là là, mais en fait, vous nous voyez tous monter, mais en fait, laissez-nous du temps. C'est pas sûr qu'on ait une équipe non plus dans les meilleures dispositions. Enfin, peut-être qu'en fait, ils sentaient aussi qu'ils n'étaient pas à gagner tous les matchs de 0, à avoir un mental de combattant. Donc peut-être qu'il était précurseur aussi de ce qui allait arriver malheureusement. Donc, tu parlais de préparation mentale. La préparation mentale, souvent, c'est une préparation. C'est-à-dire que c'est en amont. Et c'est pour avoir une influence sur l'instant présent, sur le match, mais aussi sur l'après et les jours qui suivent. Aloglio, pour moi, il a trop peu de temps pour l'instant pour mettre en place une totale préparation mentale. Une préparation mentale, ça se fait au quotidien, tous les jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. On peut pas arriver, prendre un coach mental, faire 3 séances et ça va payer, hein. Ça n'existe pas, hein. Donc, c'est des éléments de réponse. Une discussion avec les supporters, un suivi mental, une préparation, en tout cas. Mais moi, je pense qu'il faut être pas dans la bonne humeur, mais dans l'accompagnement.
moi j'aimerais que les supporters, et c'est ce qu'ils font très bien cette année, continuent à encourager, continuent à les soutenir, même si moi aussi hein, je trouve déplorable leur ambition, leur niveau de jeu, mais continuez. Déjà, on n'aura rien à se reprocher en tant que supporter. Hein, il y a des saisons, on avait des choses à se reprocher de ce côté-là au niveau agressivité. Donc là, on n'aura rien à se reprocher. Et puis, j'ai envie de dire, moi, je pense qu'au final, ok, il y a pas comment dire, d'envie, mais ça, c'est un faux débat en fait. Moi, j'ai parlé la dernière fois dans le live de qualité. Pour moi, il y a plein de joueurs qui n'ont même pas le niveau de porter le maillot de Saint-Étienne. Point barre. Je ne vais pas citer de noms, parce que j'ai toujours cité des noms. Là, je ne vais même pas en citer. Donc, il y a la qualité. Et puis, il y a aussi, je dirais, enfin, moi, hier, la première mi-temps, c'est pas grave. 0-0 contre Dunkerque à la mi-temps, c'est pas grave. Et en fait, c'est grave. C'est-à-dire que ça leur suffit. Ils se disent, oh, on va peut-être marquer un but en deuxième, on va gagner un 0. Mais en fait, non. T'es l'AS Saint-Étienne, tu rentres, tu dois mais leur marcher dessus, en fait. Tu dois à la mi-temps gagner 1-0 et à la fin, tu joues même pas le contre. Tu gardes le ballon, t'as la possession et tu mets le deuxième. Et on dirait que voilà, et ça montre bien qu'en fait, notre équipe, elle est pas au niveau. Déjà, ils n'arrivent pas à répéter les efforts. Notre gros problème, c'est l'intensité. Parce qu'à Pau, on marque sur un coup de pied arrêté, mais le match en soi, il est bon. Il y a de l'intensité, il y a des phases de jeu intéressantes, sauf qu'on est incapable de le reproduire sur 2, 3, 4 matchs de suite. Et pour moi, c'est même pas mental en fait. C'est l'intensité que les joueurs sont capables de mettre physiquement. Les idées, ils n'ont pas d'idées, ou très peu, ou pas assez. Et le mental en fait partie, mais ce n'est pas non plus que ça. Voilà, c'est mon ressenti. Et voilà, j'espère que je l'ai bien expliqué. Donc, tu peux enchaîner. Ouais, ouais. Non, mais tu l'as très bien expliqué ton ressenti, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que tous ces problèmes mentaux, d'intensité et tout, malheureusement, on en parle depuis le début de la saison, peut-être même depuis plus de temps que ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, là, j'essaye de trouver des solutions mentales, etc. Mais ça, j'aurais pu déjà faire la vidéo au mois d'août, au mois de septembre, octobre, etc. Parce que il y avait déjà ce problème-là et on n'arrive pas à le gommer. C'est vrai que tu gommes pas des problèmes mentaux, d'intensité comme ça en 3-4 jours. Ce qu'Olivier Dalloglio a essayé de faire, hein, parce que l'intensité, il a essayé d'en mettre lors des séances d'entraînement qui sont plus longues, des joueurs qui sont venus plus tôt, etc. Mais le problème, c'est que le travail d'intensité qu'il fait là, il aurait dû être fait au mois de juillet. Et je pense qu'il a pas du tout été bien fait. Aujourd'hui, si tu le fais maintenant, les joueurs ils vont être prêts au mois de mai, quoi. C'est malheureux. Et puis encore, faut qu'ils réussissent à s'investir correctement, qu'ils comprennent un peu pourquoi il faut faire ça. Pour en revenir aussi au discours de Gauthier Larsonneur, c'est vrai, t'as raison, parce que il avait peut-être senti venir aussi ça, parce que Saint-Étienne enchaînait quand même plutôt pas mal à cette période-là. Mais j'ai pas le souvenir de match exceptionnel à part celui contre Angers qui était pas mal. Mais sinon, Saint-Étienne n'a pas fait des rencontres très bonnes auparavant. Et puis Gauthier Larsonneur, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce qu'il nous a fait des super parades pendant ce temps-là, ce qui nous a permis aussi d'aller engranger des points. Si à ce moment-là on n'avait pas eu un super gardien comme Larsonneur, on serait peut-être pas 11e du classement, on serait peut-être encore plus bas. Voilà, c'est encore une fois un peu de la fiction, mais ça me rappelle un peu aussi certaines fois où il y avait Ruffier et il nous en sauvait pas mal. Et puis peut-être qu'en fait on n'a pas fait un meilleur début de saison que la saison dernière, mais sauf qu'à ce moment-là il n'y avait pas Gauthier Larsonneur au cage. Mais en tout cas oui, c'est vrai, je pense que tu as raison sur cet aspect-là, ça change pas en 3 jours et il y a tellement de problèmes de toute façon que pour les gommer. Et puis, si je peux compléter, vas-y, continue. Ouais. c'est souvent Denis Sapia là, qui, dès qu'on fait une mauvaise performance, ils envoient Denis Sapia. Et Denis Sapia, c'est la bonhomie, c'est le mec sympa, voilà. Et moi, je pense que les joueurs, ils sont pas fous. Ils connaissent, ils savent ce qui se passe. Gauthier Larsonneur, quand tu dis c'est l'arbre qui cache la forêt, t'as totalement raison, mais il le sait lui aussi. Ah ça Nous, c'est on sûr, le ouais, voit. je pense qu'il en a Et il le conscience. sait Oui. lui aussi en tant que joueur. Ça veut dire il voit bien que ses coéquipiers, ils pêchent sur des choses, qu'il y a des choses qui vont pas. En plus, c'est le mieux placé sur le terrain pour voir tout ce qui se passe. Donc il y a un moment, ils sont pas bêtes. Tout ce qui est de la communication, ça c'est pour les journalistes, c'est pour la télé, c'est pour le grand public. Mais pour les supporters qui ont un peu de... Voilà, Gauthier Larsonneur, des fois il y a des joueurs, ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent au micro aussi. Hein. Faut bien se le dire. Hein. Ou un discours qui est, voilà, juste pour pas faire de vagues, pour répondre à la question, et voilà. Voilà, oui, tout à fait, ouais.
Donc voilà, ils sont pas fous, hein. Si Gauthier il a dit ça, c'est qu'il sentait quand même que c'était pas gagné d'avance de finir dans les 3 premiers, et encore moins dans les 5. Donc voilà. Puis il en prend vraiment conscience aujourd'hui, comme il l'a d'ailleurs évoqué au micro hier après le match. Tu voulais rebondir, Bastois, avant qu'on enchaîne sur l'effectif stéphanois ou on enchaîne? Non, ben, je voulais quand même rajouter quelque chose sur ce dont on a parlé hier tous les deux en off, et ça va être l'occasion de faire part de ça également. Moi, ce qui me fait peur quand même, et c'est pour ça qu'on en arrive à faire ce type de vidéo-là, c'est qu'on est quand même rentré dans une espèce d'urgence à très court terme, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais hier, on a dit que dans 6 mois, en fait, tu perds peut-être 95% de ton effectif avec les fins de contrat, les joueurs qui sont arrivés au mercato en prêt, etc. Donc, on construit quand même quelque chose à Saint-Étienne sur du très court terme, là. On parle des, en fait, 4-5 prochains mois et encore même un peu moins, les 15 prochains matchs. Et que se passe-t-il? Et c'est pour ça qu'il y a une urgence de trouver une solution là rapidement. C'est que se passe-t-il si jamais Saint-Étienne reste en Ligue 2 la saison prochaine, avec déjà tu as 95% de ton effectif qui part, tu peux pas le renouveler parce que manifestement les dirigeants n'ont plus d'argent, c'est ce qu'on lit en tout cas dans les papiers, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, il y a une urgence aussi en rapport avec ça qu'il faut pas oublier. Oui, tout à fait. Il y a une véritable urgence et c'est vrai. Et surtout là, dans 2 ans, en 2026, il n'y a plus que 2 joueurs sous contrat, c'est Sissoko et Mahmoud Benteg. Donc l'année prochaine, il y en a encore quand même quelques-uns, mais là on a fait quand même venir la plupart des joueurs, de toute façon, qui sont arrivés durant ce mercato hivernal en prêt pour les 6 prochains mois. Et après, tu perds encore pas mal de joueurs ou d'autres à qui il va rester 1 an de contrat, c'est-à-dire que après au mois de juillet, ils peuvent se sauver dans 6 mois gratuitement. Donc il y aura vraiment urgence à prolonger. Et là, la situation actuelle du club, ça nous met dans l'embarras parce qu'on se rend compte que on ne prolonge plus aucun joueur. J'ai encore le souvenir, il y a 4-5 ans, il y avait tous les mois, on annonçait tel joueur vient de prolonger son contrat jusqu'en 2019, 2020 du coup c'était. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as plus cette chose-là. Je sais même pas qui est le dernier joueur annoncé sur le site du club avoir prolongé son contrat, mais ça fait très très longtemps que ça n'est pas arrivé et malheureusement la situation instable du club, c'est vrai, nous plonge dans une situation encore plus compliquée d'un point de vue sportif. Donc t'as eu raison de rebondir là-dessus. On va enchaîner avec... Ouais. Tu rentres dans un espèce aussi après de cercle vicieux où finalement, si tous les 6 mois tu renouvelles ton effectif avec des nouveaux joueurs qui arrivent en prêt pour les 6 prochains mois, dans 6 mois tu refais la même vidéo pour te dire tiens, le mec que t'es allé chercher à Guingamp là, il est pas bon parce que ça fait que 6 mois qu'il est à Saint-Étienne, il sait pas pour quel maillot il joue aussi. Donc c'est pour ça aussi que l'urgence de remonter est encore plus vraie là sur les prochains matchs, les prochaines rencontres des Verts. C'est vrai, tout à fait. Aujourd'hui, tu peux changer de club tous les 6 mois, donc les joueurs, avant des fois de rentrer sur le terrain, il faut bien qu'ils regardent le maillot pour savoir lequel ils portent. Et ça, je pense que c'est un véritable problème. Et aussi, en plus d'arriver pour 6 mois, le problème, c'est qu'ils arrivent en prêt, donc ils appartiennent même pas à Saint-Étienne. Ils en ont un peu rien à faire, quoi. Ils appartiennent à l'autre club, donc peu importe ce qui se passe, eux, ils vont. C'est Nkunku. Les autres. Ouais, c'est ça. Le seul prêté qui a fait quelque chose, c'est Nkunku. Tous les autres, tu peux tous les citer, il n'y en a pas un qui a été au niveau. C'est ça le problème. Voilà, c'est quand tu appartiens à un autre club, t'appartiens pas au... En plus, quand tu viens pour 6 mois, quand t'es prêté pour 1 an, à la rigueur, bon, tu peux un peu t'imprégner des couleurs et tout, on va dire. Mais quand t'arrives au mois de janvier, dans 5 mois, c'est bon, je suis plus là, hein, c'est pas long, quoi, 5 mois, hein, faut pas... Il reste 15 matchs. Et puis, Bastois, il a bien fait de parler de ça parce que tu parlais de mental. Quand tu as des contrats qui ne sont pas encore honorés ou qui ne sont pas prolongés, ça influe aussi sur le mental du joueur. Il pense à autre chose, il pense à faire de l'argent, il pense à parler avec ses agents. C'est pas sain. Et nos présidents et nos dirigeants, ça fait des années qu'ils se mettent pas dans les meilleures conditions de ce point de vue-là pour mettre les joueurs justement dans de bonnes conditions. Je veux dire, Mouefek, le cas Mouefek. Ouais. Et d'ailleurs... Je pense que Mouefek, s'il y a un Renaud Coad ou quelqu'un qui vient lui parler, lui, ça lui résonnera dans la tête. Mais bref, Mouefek, tu le mets pas dans la meilleure disposition, c'est ton meilleur joueur, tu le prolonges pas, t'attends, tu fais... Voilà, ça les aide pas non plus, nos joueurs. Faut pas taper que sur eux.
Ah oui, non, non, mais bien évidemment. C'est catastrophique de ce point de vue-là. Bien évidemment, il n'y a pas que les joueurs, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est tout un ensemble et la situation actuelle du club n'aide vraiment pas à pouvoir se projeter. Pour enchaîner donc sur le troisième sujet, on va parler de l'effectif stéphanois. Est-ce que on pourrait faire un espèce d'électrochoc en modifiant l'effectif, en enlevant certains joueurs, en intégrant certains jeunes? On va essayer d'y répondre tout de suite. Donc c'est l'avant-dernier sujet. Après, on parlera d'un potentiel changement de système aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de voir. En tout cas, on le voit beaucoup sur les réseaux. Voilà, encore une fois, le mercato, il est terminé. Voilà, ça c'est terminé, le mercato d'hiver, on peut plus faire venir de joueurs. Il y a eu des départs, il y a eu quelques petites arrivées, mais pour autant, ça ne prend pas forcément pour l'instant à Saint-Etienne. Oui, il faut peut-être du temps pour certains joueurs, etc. Mais le problème, c'est que du temps, on n'en a pas. Le temps, c'est quand tu es au mercato d'été que tu fais tes transferts, etc. Que tu dis, bon, on a du temps. Là, non, au mercato d'hiver, ça n'est pas le cas. Oui, il y a des joueurs qui sont à la Coupe d'Afrique des Nations, mais notamment Dylan Batoum-Sika. Pour moi, c'est pas le problème, la défense centrale actuellement, parce que elle tient plutôt bien la route. On n'encaisse pas tant de buts que ça. Il y a Ibrahim Sissoko qui va peut-être nous faire du bien en revenant. Mais bon, même quand il était là, on va pas dire que Saint-Etienne était flamboyant. Si on marquait des points, on en a parlé tout à l'heure, c'était aussi parce que Gauthier Larsonneur et la défense centrale fonctionnaient bien. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose qui peut tout chambouler, par exemple? Bon, on n'a pas non plus des jeunes qui ont forcément une qualité exceptionnelle, hein. Je dis pas que les jeunes sont meilleurs que les pros actuels, mais au moins les jeunes, peut-être qu'ils ont plus conscience de quelque chose. Pas forcément qu'ils ont l'amour du maillot, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ces jeunes-là, ils savent que au moins, il faut qu'ils se battent au moins pour eux, rien que pour eux, s'ils veulent intégrer un club plus tard, même être transférés dans 6 mois. C'est peut-être le moment pour eux de se distinguer, de mouiller le maillot et pour tout simplement lancer leur carrière. Parce que là, on a plein de joueurs qui leur carrière est déjà lancée, hein. Au pire, si Saint-Etienne descend, ils vont retrouver si Saint-Etienne fait rien, ils vont retrouver un autre club de Ligue 2 ou un autre championnat, etc. Mais ces jeunes, s'ils n'arrivent pas à se lancer, ils vont pas forcément trouver de club ensuite. Donc, est-ce que ce serait pas une solution d'enlever certains joueurs? J'ai pas forcément envie d'évoquer de noms aujourd'hui parce que je sais que ça va beaucoup faire débat après, mais enlever certains joueurs qui sont en défense, au milieu ou en attaque, bref, à n'importe quel poste, pour intégrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeunes, quitte à tenter quelque chose. Après, on n'est encore pas si loin que ça du top 5, c'est vrai, mais il faudrait un électrochoc parce que plus les journées avancent, plus on dégringole. Pas forcément au classement, parce que si on gagne, on remonte, mais si on regarde au niveau des points pris, au départ, on en prenait beaucoup, et puis là, petit à petit, on est sur une pente qui n'est plus trop ascendante. Donc le fait d'intégrer certains jeunes, de modifier l'effectif, je sais pas comment faire, peut-être faire jouer plus des joueurs qui sont aussi sur le banc, même s'il y en a peut-être pas tant que ça non plus. Est-ce que ce serait pas une solution? T'en penses quoi, toi, DX, d'intégrer ces jeunes? On parle de peut-être... il y avait Sherfal notamment qui était dans le groupe, il y a Mathis Amougou, il y en a pas mal d'autres, Karim Cissé qui va revenir de la CAN aussi. Tous ces jeunes-là, la GDA qu'on a également vu en Coupe de France et qui n'étaient pas forcément inintéressants, ou encore Maxence Rivera, est-ce que ce ne serait pas des solutions pour toi? Des solutions pour faire une fin de saison honorable? Ouais, pour finir la saison. Premier ou en tout cas dans la première partie du classement. Tenter le tout pour le tout, quoi. Non, il faut intégrer des jeunes. On en avait déjà parlé dans les derniers lives. Oui, c'est intéressant, c'est bien pour leur progression, c'est bien pour la formation du club. Oui, il faut intégrer des jeunes. Déjà, de mon point de vue, chez nos jeunes, il n'y a pas de Kurt Zouma, il n'y a pas de Saliba, il n'y a pas de... Donc, non plus, on ne va pas amener une plus-value incroyable en intégrant 5-6 jeunes. Donc ça, c'est mon point de vue. Ensuite, au point de vue, on va dire... les anciens, déjà, moi je pense que Batoum-Sika, on la sent passer son absence, hein. J'espère qu'il va gagner la CAN parce que ça fait un moment qu'il est pas là. Et je trouve qu'en défense, même si Nadé a fait un bon match, il était quand même impérial. Il avait fait 1 ou 2 fautes sur des pénaltys, mais je trouve que avec Briançon ça marchait bien et il y a un avant et un après. Donc je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à lui. Mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus. On parlait d'expérience tout à l'heure, capable de remettre un peu les choses en place. Dylan Batoum-Sika a aussi cette capacité-là, qui est très importante. Il a joué en Ligue des Champions. Voilà. Il a cette expérience, cette capacité-là. C'est vrai que même si la défense actuellement
en vrai, on peut pas dire qu'elle est catastrophique, hein. C'est surtout un peu plus sur les côtés que ça passe qu'au niveau de la défense centrale. Mais c'est vrai qu'il a cette capacité-là. En plus, juste devant l'Arseneur, ils peuvent se passer des consignes entre eux. Et après, même si c'est pas lui le capitaine, il a cette capacité avec son expérience, avec tout ce qu'il a à replacer. Donc c'est vrai que c'est aussi une grosse absence pour nous. Ça rassure tout le monde. Enfin, bien sûr. Après. Moi, je pense, donc je parlais d'être positif, d'avoir, on va dire, confiance en nos joueurs, parce que de toute façon, la seule moyen de faire une seconde partie de saison, c'est pas d'intégrer 6 jeunes. Je pense pas que c'est la solution. Il faut mettre nos joueurs dans les meilleures dispositions, leur faire confiance, intégrer quelques jeunes ponctuellement, évidemment, tu as raison, mais c'est pas ça qui va changer l'image de l'équipe, enfin, on va dire le niveau de jeu et les résultats. Il faut absolument qu'il y ait des joueurs en confiance qui se mettent, on va dire, au diapason d'une seule idée. C'est déjà d'arrêter de croire que jouer contre Dunkerque, oh bah c'est un petit match comme... Non mais Dunkerque en fait c'est 2-0, on rentre chez nous. Ensuite on reçoit Laval. Laval ils ont beau être premiers, ils ont beau faire un football correct, je dirais correct. Et quand on reçoit Laval, mais on doit être sur tous les ballons, on doit être des chiens, des charognards. Moi je vois pas des charognards sur le terrain, à part un ou deux, ensuite toujours les mêmes. Donc Amougou, moi je l'aime beaucoup, mais il va rentrer, il va faire ce qu'il peut, mais ça va pas, on va dire, débloquer un Cafaro, débloquer un Mboukou. Non, non, je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, elle vient d'Aloglio, elle vient de l'ambiance générale, mais moi j'ai des doutes sur nos capacités, et je reviens toujours à ça, hein, je me répète, nos capacités d'intensité physiologique. Dire, quand t'arrives pas à faire... Je vois Cafaro, avant il défendait, il attaquait. Maintenant il fait que attaquer. Alors il défend un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. S'il peut pas répéter ça sur 2, 3, 4 matchs, va en national ou va en CFA. La Ligue 2, moi j'ai noté Bagdadi, Courtet. Courtet il a 37 ans, il est rincé, il court plus que nos milieux de terrain. Il est sur tous les ballons le mec. Alors, il n'a pas un niveau de jeu incroyable, mais c'est physiologiquement, on dirait que ça trottine, on essaye, mais à moitié. Donc, moi, je pense que voilà, il faut qu'ils reprennent sur se faire mal. Comme tu disais, Dalloglio les a mis en situation de faire des séances plus longues, mais c'est pas faire des séances plus longues qu'il faut. Il y a un moment, c'est à pas avoir peur d'avoir mal, pas avoir peur de faire des efforts pour le groupe. Pas avoir peur de sortir à la 60e minute par souci d'ego parce qu'on veut jouer 90 minutes et s'économiser. Voilà, c'est des choses comme ça. Et peut-être que les jeunes amèneront ça. C'est-à-dire un nouveau souffle, de l'énergie et répéter les efforts. Peut-être de ce point de vue-là, oui. Ouais, après oui, c'est vrai, t'as raison, hein, on peut pas faire jouer que des jeunes non plus. Hein, c'était pour un peu extrapoler le truc de mettre 5, 6, 7 jeunes. Non mais c'est vrai, il faut aussi que les joueurs qui sont sur le terrain s'arrachent et j'ai pas l'impression non plus qu'ils ont compris cette notion de savoir s'arracher correctement. C'est vrai, tu parlais de Courtet, tous ces joueurs-là qui ont de l'expérience, ça revient un peu comme c'est pas le même poste, hein, mais comme des Fabien Lemoine, etc. Les joueurs qui ont 35-40 ans actuellement, j'ai l'impression que l'état d'esprit il a changé par rapport à ces années-là. Tu vois plus les mêmes joueurs sur le terrain. Et pour en revenir aux jeunes, c'est vrai que avant on avait aussi la chance d'avoir Saliba, d'avoir Fofana, d'avoir Gourna, tous ces joueurs-là, on va pas en former bien évidemment tous les ans. Donc ça c'est ce qui nous a aussi sauvé. On serait peut-être plus bas déjà depuis plus longtemps si on n'avait pas eu ces joueurs-là à un moment donné. Hein, on serait peut-être déjà fait faillite. Ouais, Fofana, clairement, il a sauvé Claude Puel. Hein. S'ils le vendent pas, on fait faillite. Hein. C'est la fin des haricots. Je crois que c'est 35 millions, je me souviens. Ouais, 35 ou 40, quelque chose comme ça. T'as Saliba, Fofana qui font 70 millions eux deux. Quoi. C'est la fin des haricots. Hein. C'est vrai. Et puis même sans ça, on aurait pu descendre depuis bien plus longtemps en Ligue 2. Peut-être que le Covid nous a sauvés également en 2020. Parce qu'à ce moment-là, on était quand même mal embarqué aussi en championnat. Donc c'est vrai que c'est un problème, c'est un vrai problème à Saint-Etienne et on revient malheureusement toujours un peu à parler de la même chose. Je sais pas ce que t'en penses toi, Bastois. Est-ce que tu ferais jouer plus de jeunes quel serait pour toi le déclic, sachant que voilà, on peut dire oui, il faudrait des joueurs d'expérience, tout ça, mais malheureusement,
le mercato il est fini encore une fois, donc tu peux plus faire venir un joueur d'expérience à l'heure actuelle, mis à part ceux qui sont en retraite et comme on disait en début de vidéo, quoi. Ouais, de toute façon, oui, avec le mercato qu'a fait Saint-Étienne et notamment au milieu de terrain, je pense que après la saison est courte maintenant, hein, il reste plus beaucoup de matchs, donc en fait, si t'as pas de blessure, tu peux t'en sortir avec l'effectif pro que tu as à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que si tu as une blessure au milieu de terrain, bah, tu commences à être un peu light au niveau des profils. Maintenant, intégrer des jeunes, je pense qu'en fait, oui, dans l'objectif, oui, parce que à Saint-Étienne, ça fait partie de l'ADN. Mais en fait, tu intègres des joueurs, des jeunes dans ton effectif de joueurs quand ça va bien. Et là, Ouais. les jeunes, ils ont oui. pas C'est vrai, c'est vrai. ils ont pas mentalement cet apport-là que peut avoir un joueur d'expérience. Maintenant, il y a certains joueurs, et on va pas citer de nom parce que c'est pareil, on n'est pas là pour ça, mais il y a certains joueurs qui doivent se poser des questions, et notamment au milieu de terrain. Ça vous donnera une piste pour les joueurs que je ne cite pas. Mais oui, les jeunes, à ce moment-là, ils peuvent aussi arriver dans la rotation pour piquer un peu l'ego des plus vieux. D'autant plus que, comme vous avez dit, les jeunes, ils ont l'envie de se montrer. Je vais quand même citer un nom, mais mon conduit à 33 ans, 34 ans, il a plus envie de se montrer parce que mon conduit, dans 2 ans, c'est les doigts de pied en éventail en train de siroter une noix de coco au soleil, quoi. Donc, l'occasion de faire jouer des jeunes, c'est aussi peut-être le fait de faire piquer un peu l'ego de certains anciens qui en auraient bien besoin. C'est vrai, c'est vrai. Et puis après aussi pour lancer ces jeunes, c'est vrai qu'il faut des joueurs d'expérience à leur côté. Et puis on a des joueurs qui ont de l'expérience, mais est-ce qu'ils ont vraiment l'expérience pour encadrer les jeunes? Il faut déjà que certains arrivent à s'encadrer eux-mêmes. Je vais pas citer de nom non plus, mais je pense que le nom que tu as cité, il en fait partie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il manque vraiment quelqu'un pour les épauler. Et tout à l'heure, on parlait de Dunkerque et tout qui s'arrache. C'est vrai que nous, on n'a pas ces joueurs-là qui sont capables de s'arracher. Et puis, par exemple, pour en revenir au match de Laval aussi, tu regardes hier, tu as QRM qui fait partie des dernières équipes de ce championnat, qui va battre 4 de Laval. Donc voilà, c'est quand même différent par rapport à une équipe comme Saint-Étienne actuellement qui n'arrive même plus à marquer un but par rapport à l'année dernière. Oui, on pourrait en parler pendant des heures, mais on a perdu des profils. Et le problème, j'en parlais aussi dans mon débrief et on en a parlé hier, Baston, ensemble. Chaque saison, tu remplaces un joueur très bon par un bon, que tu remplaces l'année d'après par un moyen, par un nul, par un médiocre. Plus les années passent et plus le joueur qui était bon a été remplacé par quelqu'un qui est moins bon. Et au final, tu finis par avoir malheureusement le même niveau que ces équipes-là. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus à battre des équipes comme Dunkerque, quoi. Il y a encore 3-4 ans, on me disait Dunkerque, pour moi c'était un match de Coupe de France, quoi. Mais aujourd'hui non, c'est un match de championnat et le niveau d'écart entre les deux équipes, il n'existe plus. Et puis on l'a bien vu hier, notamment sur le terrain. Voilà, pour globalement aborder ces jeunes, c'est vrai que ça peut être une solution, mais c'est vrai qu'il faut aussi des gens pour les encadrer et on peut les intégrer un petit peu, mais il faut bien évidemment pas mettre que eux. On va terminer cette vidéo en parlant du système de jeu, parce que ça fait beaucoup débat et je voulais en reparler, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc je vais surtout vous laisser donner votre avis et me laisser vous donner votre avis, je sais plus comment on dit, bref. Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça devient urgent de changer de système, de passer à un 4-4-2, ou si vous avez une autre idée, parce que ça fait beaucoup débat, donc je mets le petit générique et puis on va en parler. Voilà, le mauvais générique qui s'est mis, mais c'est pas grave, c'était pas comment modifier l'effectif, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'était comment changer le système de jeu. Est-ce qu'il faut s'orienter vers un 4-4-2? Beaucoup de personnes en parlent, moi le premier, notamment contre Amiens, à un moment donné où Adji rentre, il est associé avec Cardona, j'ai pas compris pourquoi on les a pas mis en 4-4-2. Pour moi, ça sentait un peu ce dispositif-là. Le problème, c'est que l'attaquant de pointe, il est un peu tout le temps isolé, il y a personne pour lui donner des ballons, il se barde, il essaye de revenir, à l'image de Wadji hier qui a pour moi fait un match intéressant, notamment la première mi-temps. Il touche quelques ballons, mais le problème c'est qu'il peut pas vraiment toucher beaucoup, ou il peut pas en toucher des vraiment intéressants. C'est à lui de se créer lui-même les occasions, parce qu'il y a personne pour véritablement
faire des centres, donner des ballons. D'autant plus que Cafaro et Chambaud jouent sur leur mauvais pied. C'est vrai, ça marche mieux que quand ils étaient de l'autre côté, mais vu qu'ils sont sur leur mauvais pied, c'est très difficile pour eux de centrer. Déjà qu'ils n'ont pas forcément une qualité de centre exceptionnelle, mais c'est encore plus difficile pour eux. Donc c'est plus simple normalement de revenir dans le cœur du jeu, ce qu'ils ne font pas vraiment. Chambaud le fait plus que Cafaro. Mais est-ce que voilà, le fait de changer de système, d'associer deux joueurs ensemble, Wadji Cardona ensemble, on n'a pas pu les voir hier malheureusement parce que Cardona a été remplacé par Cardona a remplacé Wadji plutôt, mais j'aurais bien aimé voir ces deux joueurs alignés ensemble en 4-4-2 parce que on sait que Cardona peut jouer par exemple en faux numéro 9 et il pourrait y avoir une belle association. Est-ce que ce serait pas une solution pour la suite de permettre à ces joueurs-là de jouer en 4-4-2, d'autant plus qu'il manque vraiment ce lien entre le milieu et l'attaque. On en parle vraiment, mais à chaque fois c'est le défenseur central qui est obligé de mettre des grands ballons devant pour l'attaquant. Bah forcément au bout d'un moment l'attaquant il peut pas les gagner ces ballons, hein, c'est trop difficile. Et du coup malheureusement qu'on n'a pas réussi à aller chercher ce milieu créatif. La solution ce serait pas peut-être, on va dire, un peu de supprimer ce rôle de milieu créatif en faisant une espèce de 4-4-2 à plat bien évidemment, hein. Je parle pas d'un 4-4-2 losange parce que déjà il faudrait qu'on apprenne à jouer dans un système simple avant de jouer dans un système plus complexe. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, 4-4-2 ou un autre système, ou garder ce système là, hein, si ça vous convient, je ne sais pas. En tout cas j'attends votre avis. Je vais commencer par toi DX. Moi j'ai juste une question avant. Quand Laurent Batles jouait à 5 défenseurs et que on est passé à 4 et que tous les Stéphanois ont réclamé la défense à 4, on a fait des meilleures performances derrière. C'est vrai, ouais. Voilà. Et après, on a refait des mauvaises performances derrière. Et il y a eu le limogeage de Laurent Batles. Donc au final, est-ce que le changement de dispositif a vraiment influé sur le long terme? C'est vrai Certains diront oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, certains diront non. ouais, à ce moment-là, il a pas influé sur le long terme, un peu sur le court terme, mais le problème, c'est que pour moi, bon déjà, il faut les changer la défense à 5. On voyait clairement que ça fonctionnait plus, on n'avait plus les mêmes profils que l'année dernière. Mais le problème, c'est que en fait, on a changé de système, mais on a gardé la même animation ensuite, parce qu'on avait toujours cette défense à 4, mais pendant 3 mois, on a joué pareil. Donc au bout d'un moment, les équipes, elles ont compris, tu sers Bouchoirie correctement, Mouefek ou n'importe qui au milieu, Tardieu aussi, et puis c'était terminé pour Saint-Etienne. Donc tu viens de donner un élément de réponse, je pense. Parce que je continue. Il y a plusieurs sortes de coachs. Il y a le coach qui fait son projet de jeu et qui n'en démord pas, ou qui s'adapte un petit peu, on va dire, pendant le match. Il y a des coachs qui analysent les autres équipes, qui ont un projet de jeu de base, évidemment, mais qui, avant chaque match, mettent en conséquence de ce qu'ils voient en face, un dispositif. Je m'explique, tu joues pas pareil face à une équipe qui fait bloc bas et qui joue les contres, et une équipe qui a la possession. Et le dispositif et l'animation, les deux vont ensemble. Donc, essayons le 4-4-2 à plat. De toute façon, il faut expérimenter pour avoir, on va dire, un semblant de résultat et savoir si ça fonctionne. Cardona ou Hadji, 4-4-2 à plat, pourquoi pas? Essayons. Après, moi, je me pose des questions qui sont encore plus, on va dire, précises sur certains points. Cardona, il est prêté, il est à la cave dans son club. Il arrive, il est titulaire, le mec. Il arrive, il est titulaire. Alors, ok, il n'y avait pas Sissoko, et il joue 2 matchs, il est pas bon, et là, on met Wadji parce qu'il revient de blessure. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, si tu veux jouer en 4-4-2, par exemple, comme tu dis, tu mets Cardona et un autre attaquant à côté pour déjà peaufiner ce dispositif, et ensuite tu intègres Wadji quand il revient de blessure. Il y a des choses qui parfois sont... je veux dire, c'est les hommes, c'est pas le dispositif. Ou alors tu mets tout de suite le dispositif en place, quels que soient les hommes, mais il faut quand même que tes hommes ils conviennent au dispositif. Enfin, voilà, c'est toute une alchimie qu'il faut trouver. Donc là, moi je dis pourquoi pas passer en 4-4-2, mais ça va pas résoudre les problèmes de la Saint-Etienne. Mais faut dire tous les supporters qui mettent dans les commentaires à chaque match changer de dispositif, le dispositif est pas bon, mais en fait, comme déjà on peut pas savoir sur le moment
ou alors faut extrêmement bien analyser le jeu de l'équipe adverse. Et je pense qu'on n'est pas tous des techniciens aguerris pour faire ça. Et ensuite, les hommes à Saint-Étienne, en ce moment, sont plus importants que le projet de jeu. Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que on va mettre certains joueurs dans de bonnes conditions, mais est-ce que déjà sur notre 4-3-3, où on devrait, tu disais, on devrait avoir des joueurs qui rentrent vers l'intérieur. Donc ces joueurs-là, ils rentrent pour l'intérieur, soit pour éliminer, soit pour frapper, ou passer. Est-ce que j'ai vu un joueur de Saint-Étienne éliminer en vis-à-vis un autre joueur depuis 2 mots? Jamais. Est-ce qu'on voit un dribble, on va dire, efficace à chaque match de nos ailiers? Mais rarement. Le seul que j'avais vu un petit peu, c'était Rivera sur 1 ou 2 matchs, mais le reste du temps, mais franchement... donc à ce moment, jouons à l'Atlético Madrid, hein, c'est-à-dire 4-4-2 à plat, avec un Griezmann et un Morata devant qui font des miracles, un milieu défensif qui, les mecs, tu y passeras jamais, et puis 2 ailiers qui sont carrément percutants et super explosifs vers l'avant. Et là, ouais, on pourra avoir des résultats, ça c'est sûr. Donc, pourquoi pas? Mais c'est pas, encore une fois, une solution non plus viable à chaque fois, qu'on peut pas dire c'est toujours le dispositif. Enfin, en tout cas, les supporters ou les amateurs de foot peuvent pas se baser à chaque fois là-dessus. C'est sûr que c'est pas à chaque fois le dispositif, bien évidemment, qui va tout résoudre, mais on essaye de trouver quelque chose et c'est vrai que c'est... Pourquoi pas pour moi? Qu'on pense tout de suite à ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Saint-Etienne n'a pas... Tu dis quel est le style de jeu de Saint-Etienne, bah, il n'y a pas de style de jeu véritable à Saint-Etienne, quoi. C'est quoi? Hein? Ah oui? On sait pas? Il y a pas de style de jeu, quoi. Et puis en plus, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai l'impression qu'on n'analyse pas vraiment le style de jeu des adversaires avant le match, quoi, parce qu'on propose tout le temps la même prestation. On se dit pas, bon, on a repéré par exemple ils sont trop au milieu, ils ressortent le ballon comme ça, du coup on va bloquer ces lignes là. Bah non, parce qu'on fait tout le temps les mêmes matchs, donc au final ça se termine tout le temps à peu près sur le même score aussi, parce que voilà, on est tout le temps organisé pareil. Mais c'est vrai que au-delà de pas avoir notre style de jeu, on a également pas cette analyse de l'adversaire, donc on va changer de système de jeu, ça peut être bien parce que pour moi voilà, c'est important, déjà ça créerait ce lien avec peut-être l'attaquant devant, mais en plus de ça, c'est sûr qu'il faut analyser les autres adversaires et puis créer notre propre style, savoir comment jouer correctement. Contre Dunkerque, c'était quoi le dispositif contre Dunkerque? Oh, c'était 4-1-4-1, j'ai pas trop compris, notamment avec Mboukou. Voilà. Mboukou, j'ai pas trop pigé ce qu'il faisait, mais... Ouais, c'était un 4-1-4-1. Ouais, à peu près, ouais. Avec Cafaro et Mboukou qui peuvent rentrer dans l'axe. C'est ça, et puis surtout... Cafaro qui était vraiment plus collé à son côté qu'Mboukou, je comprenais pas trop avec un pied qui était un peu haut. Peut-être qu'il y avait une consigne qui avait essayé d'être passée pour le coup là, mais j'ai pas trop pigé non plus à ce moment-là, tu vois. Et contre Dunkerque, alors admettons, c'est pas Dunkerque, hein, n'importe quelle équipe. Soit tu vas à l'extérieur et tu es très costaud et tu essayes de les piquer, soit tu te sens vraiment, on va dire, conquérant, et là par contre tu mets un projet de jeu de possession et d'essayer de les étouffer. Mais nous, on fait quoi? Un 4-1-4-1, mais on a l'impression qu'on met une équipe pour avoir le 0-0 tout le match et espérer un coup franc de Chambos ou on va dire que bah justement Chambos, s'il la met au fond, bah voilà, hein, on n'est pas efficace devant le but, il s'est créé une occasion, le pauvre, il tire sur le gardien, il la met sous la barre, on change totalement. Ah bah magnifique le 4-1-4-1. Enfin voilà, moi je suis pas sûr que le dispositif là est vraiment fluide, et puis c'était pas très clair, hein. C'est pas très clair ce qu'ils ont proposé. Non, c'était pas très clair, et puis déjà rien que le fait de se dire 4-1-4-1, tu vois que déjà t'as un joueur qui est tout seul devant, quoi, parce que le Wadji tout seul, il vient de blessure en plus, ouais. Allez, on balance devant, cours. C'était ça le pire, c'est que c'est tout le temps pareil, c'est un peu des longs ballons de Briançon ou de je sais pas qui de Petro derrière, hop, démerde-toi avec ce ballon, Ibrahima, tu vas peut-être y arriver à un moment donné. Remonte-nous le bloc. C'est ça. C'est un joueur de profondeur. C'est ça le Charbot à la limite. Et là. Non, mais c'est ça le problème. Casse-pipe, bro, les gars. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bastois. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bastois, de ce dispositif. Est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose de le modifier, ou t'es un peu résigné, peu importe le dispositif?
Non, mais moi, c'est risible, c'est pareil. Tu peux jouer en 4-3-3, en 4-4-3, comme on disait hier, ou en 8-4-6. Tu peux mettre tous les joueurs que tu veux sur la pelouse. Le problème, il n'est pas dans le dispositif. Le problème, il est tactique à Saint-Étienne, dans le jeu, dans le système de jeu qui est mis en place avant le match. En fait, un système de jeu, tu arrives en 4-3-3 quand tu as analysé ton adversaire et que tu te dis, OK, on va jouer en 4-3-3 parce que comme ça, on pourra étirer le bloc en face ou on pourra être plus offensif ou plus défensif. Non. Un système de jeu, c'est t'arrives en analysant ton adversaire. Après, tu as ton plan de jeu de base, le système, par exemple, Saint-Etienne, à un moment, 3-5-2, on jouait en 3-5-2 parce qu'on avait les ailiers qui se projetaient et ça marchait bien. Donc, tu fais un système de jeu avec les gars que tu as à disposition ou en analysant ton adversaire avant le match. Maintenant, moi, le problème que je vois à Saint-Etienne, c'est que là, on a joué en 4-1-4-1. Avant, on jouait en 4-3-3. Et par contre, dans les intentions de jeu, c'est toujours la même chose. C'est ce que vous avez dit. C'est on balance des longs ballons devant. Et puis peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. Et le problème, en fait, il est là. J'ai l'impression qu'Olivier Dalloglio, il découvre cette équipe et il essaye de faire des trucs. Face à Bastia, où on avait un pressing haut qui a bien marché, ça a marché pour un match et après on n'a plus du tout revu ce pressing. Je ne sais pas si c'était une consigne d'avant-match ou si c'est juste que sur ce match-là, ils se sont dit bon allez, on va courir. C'est Noël et puis on va se dépenser avant Noël. Globalement, ouais, voilà, c'est ça, on va se dépenser avant Noël et puis après on ira faire la fête. Mais là, on arrive sur 2 matchs quand même à Pau et face à Dunkerque, où tu te retrouves avec des mecs qui se sont dit bon bah allez, ça y est, maintenant on va balancer des longs ballons devant et puis on verra bien si ça passe ou pas. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'à Saint-Étienne, on n'a jamais eu jusqu'à présent sur les dernières années et même là avec les joueurs qu'on a actuellement, on n'a pas de profil de joueurs qui sont capables de distribuer ce genre de ballon. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche à jouer de cette façon-là, en plus avec des mecs Cafaro aime beaucoup? C'est pas des mecs qui vont aller prendre la profondeur et puis faire une course de 30 mètres pour marquer en ayant un ballon qui arrive de la défense de ta défense. Donc je ne comprends pas pourquoi on se met à balancer des longs ballons devant, un peu comme je l'ai dit, en priant pour que ça passe, quoi. Ouais. Ils n'ont pas de solution. Oui, ils n'ont pas de solution, mais du coup, effectivement, tu pourras jouer en 4-4-2, en 4-3-3, en ce que tu veux. Le problème, il est tactique, en fait. Tu peux mettre n'importe quel système de jeu là-dessus. Si tu balances des longs ballons devant, ça marchera pas. Peut-être qu'en 4-4-2, si tu balances des longs ballons avec Cardona, et ça te fait 2 fois plus de chances que ça rentre. Mais honnêtement, ouais, j'y crois pas. Il faut que Saint-Étienne tactiquement trouve quelque chose et ça c'est pas notre boulot, c'est le boulot du coach. C'est à Olivier Dalloglio de voir ce qu'il veut faire de cette équipe. Tu parlais du jeu en profondeur. Je prends pour exemple quelque chose qui va parler à tout le monde. Vous vous rappelez quand Lille, la dernière fois qu'ils ont été champions, ils jouaient en 4-3-3, super agressif et une grosse explosivité vers l'avant. En Ligue 1, je parle bien sûr. Il n'y avait jamais un ballon en l'air. Je peux vous dire que les ballons en l'air, c'était interdit. C'était que des passes au sol, que des passes dans la profondeur ou un renversement très très intéressant si on voulait mettre le ballon en l'air. Jeter les ballons en l'air comme ça en box-to-box, à la limite, ça se faisait dans les années 90 en Angleterre, mais c'est fini. Ou alors, il faut jouer avec un joueur de tête et pas le pauvre Ibra Ouadji que j'adore parce que s'il y en a un qui se bat, c'est Ibra Ouadji. Mais il faut quelqu'un qui a un profil, justement, comme dit Bastois, pour récupérer les ballons et dévier les ballons. Un Beric, un Charbonnier, voilà. Et là, mais vous balancez. Ils ont qu'à mettre Rivera et balancer les ballons devant aussi, s'ils veulent vraiment faire n'importe quoi. Je veux dire, Cafaro, Bichette, tu jettes un ballon devant en l'air, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va se prendre un coup d'épaule, il va courir en touche, il va jamais avoir le ballon. Ouais. Donc ils n'ont pas de solution. Et ça viendra pas du dispositif, ça vient de la créativité, ça vient des phases de jeu qui sont mises en place et du placement de chaque joueur. Et comme l'a dit Bastois, on peut pas s'en sortir que par le dispositif.
Ça c'est sûr. Et s'adapter à l'adversaire, ça serait pas mal aussi des fois. Ouais, c'est sûr. Non, mais il y a des grosses lacunes de toute façon, que ce soit athlétique, technique, créatif, dans tous les secteurs Et du oui. jeu. Et malheureusement, c'est pas ça qui va Et tout qui jouent résoudre. avec leur capacité, quoi, au moins. C'est ça, c'est ça. Je vais arrêter là parce qu'on est déjà à plus d'une heure de live, donc je pense qu'on en a déjà pas. Bah, du coup, c'est pas un live, ce sera une vidéo, mais je pense qu'on en a déjà pas mal dit et que ça va être assez long pour ceux qui regardent. En tout cas, merci les gars pour vos analyses. Vous avez vu, on a beaucoup d'idées, mais est-ce qu'on a des solutions? Ça, c'est pas sûr parce qu'à chaque fois, on a une idée puis on arrive à nuancer malheureusement par rapport à ce qu'on voit. Mais j'espère que des questions, ils s'en posent vraiment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. Bah, je lirai comme d'habitude tous vos avis. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, hein, pour tous vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, les lives, etc. Donc, au moins, s'il y a quelque chose de positif dans ce club, bah, c'est vous qui êtes toujours plus nombreux et plus fidèles. Merci à C'est vous deux. sûr. Si vous avez un mot pour conclure, je vous laisse la parole. Passe-toi, je t'en prie. Merci déjà pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et puis voilà, comme tu l'as dit, on a des idées. Est-ce que les solutions doivent venir de nous? Non, finalement, on fait un peu de la philosophie de comptoir, comme on dit, mais parce qu'on aime aussi cette équipe et qu'on aimerait bien évidemment qu'elle nous propose un autre visage. Et je pense qu'on se trompe pas trop. En fait, on a dit les mots justes. Maintenant, il faut que ça vienne des joueurs, hein. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. C'est pas moi qui cours le vendredi soir, le samedi ou le dimanche. Donc, c'est à eux maintenant de faire le boulot. C'est ça, c'est ça. Nous, on est juste supporters, hein. On n'a pas du tout la prétention, bien évidemment, de dire aux joueurs, de dire à tout le monde ce qu'il faut faire, hein. On n'a pas les diplômes pour exercer ça, mais c'est notre vision externe, notre vision de passionnés. Et voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir débattre tous ensemble de ça. Et puis malgré tout, comme tu dis, je pense qu'on a quand même aussi quelques petites idées et n'importe qui a aussi quelques petites idées, hein. Même les gens qui ne s'expriment pas ont aussi des idées en eux-mêmes et qui sont toujours bonnes à écouter. Donc je pense aussi que ça peut être intéressant. On parlait tout à l'heure des supporters qui peuvent aider le club. Bah voilà, avoir un avis externe des supporters, des gens qui n'ont pas forcément les pieds dedans, c'est toujours aussi intéressant pour se remettre en question. Voilà, merci en tout cas à toi et puis DX, je te laisse conclure la vidéo du coup. Bon, bah déjà, te remercier encore une fois de m'avoir invité et de remercier Bastois pour ses analyses. Et juste, comme j'ai dit en début des vidéos, je souffre autant que tous les supporters stéphanois. Je peste devant ma télé, je peste quand je prépare nos lives ou nos vidéos. Mais j'invite tous les supporters à continuer à croire en ce maillot, en ce club, et à continuer de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire venir au stade, encourager, parce que c'est le meilleur, c'est la meilleure satisfaction qu'on a, quels que soient nos résultats, on voit à l'extérieur des parcages pleins, Mm. et ça, c'est toujours le truc qui me donne le sourire, C'est vrai. même quand on prend une raclée, même quand on joue mal. Donc je félicite le peuple stéphanois pour ça. Je l'invite à continuer, quels que soient nos résultats sur cette fin de saison, et ça sera que en amenant de la positivité que ça ira mieux. Je vois pas d'autres solutions et d'autres, on va dire, choses qu'on peut faire nous en tant que supporters. Voilà, il faut qu'on amène et qu'on continue à amener de la ferveur et de la positivité. Ouais, bah en tout cas merci à toi aussi pour tes interventions, à vous deux dans l'ensemble, toujours un plaisir de pouvoir débattre ensemble. Super mot de la fin et c'est vrai ces supporters qui se déplacent et d'ailleurs ceux qui sont partis à Dunkerque et qui venaient de Saint-Etienne ont fait plus de 1600 km aller-retour donc respect. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont rentrés, hein, à l'heure où on tourne la vidéo, on est le dimanche après-midi mais ils ont dû rentrer très tôt dans la matinée à mon avis pour certains donc bravo, faut continuer à soutenir parce que voilà c'est vrai que c'est quelque chose qui donne le sourire, qui fait du bien. Je suis toujours heureux de regarder les matchs et de voir les parcages qui sont pleins. C'est magnifique malgré tout ce qui se passe. Donc en tout cas, le soutien du peuple vert est toujours présent. Le prochain match, ce sera ce lundi contre Troyes. Donc 10 jours pour les Verts pour préparer la rencontre et espérer relever la tête. Ce sera Geoffroy Guichard. Je pense que l'affluence ne sera pas pour le coup très élevée parce qu'en plus un lundi soir c'est pas forcément facile pour tout le monde de se rendre au stade, mais bien évidemment on va parler de ce match dans une prochaine vidéo d'avant-match. Je sais pas s'il y aura une vidéo entre celle-là et l'avant-match, ça dépendra des actualités du club, mais en tout cas nous on continuera toujours
à supporter et à parler des Verts. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis passez à tous une bonne semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et bah salut à tous et puis bien évidemment comme d'habitude on termine par ce petit mot là. Allez les Verts! Allez les Verts, salut!